premièrement, avant de commencer, j'ai toujours rêvé de faire un truc, je me suis entraîné un tout petit peu pour ça. Donc, je voulais un peu vous ambiancer, vous faire un petit morceau de ma composition. Voilà. J'ai vu là-bas, ils ont voulu s'ambiancer, mais ils sont arrêtés. Alors, je vous explique. C'était l'histoire de me mettre dedans parce que malgré le fait que ça fait 2-3 ans que je fais des conférences, je suis toujours un peu stressé. Donc là, ça va mieux. Donc on va démarrer ensemble. Moi, c'est Maxime. Vous connaissez aussi avec mon sosie qui passe chez Top Chef. Mais accessoirement, quand je suis pas dans Top Chef à la télé le mercredi soir, je suis développeur back-end et community manager chez BNP. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à BNP, ça fait 5 ans que je suis développeur et donc j'ai réalisé une multitude de projets, donc environ 50 projets, ce qui représente à peu près 450 extensions sur tous ces projets, mais également à peu près une quarantaine de thèmes. Et bien sûr, ça va de soi, des commits dans Git, à peu près 9248. Alors si je vous raconte ça, c'est pour vous dire que en fait, ce que moi je vais essayer de mettre en avant par le biais de cette conférence, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre workflow et donc accélérer l'industrialisation de création de projets, que ce soit des plugins, des extensions, pardon, des thèmes et ainsi de suite. Donc, le but de ma conférence, c'est ça. J'aimerais aussi vous faire un disclaimer, c'est-à-dire que moi je me situe ici, la planète est un peu de travers, c'est des choses qui arrivent, et vous êtes tous ici, avec moi. Ce que je vais vous présenter, c'est seulement mes outils, ma manière de faire. Il n'y a pas une meilleure manière de faire que les autres. Voilà, c'est une sorte de disclaimer pour vous dire, aujourd'hui je vous présente ça, vous faites sûrement peut-être mieux que moi, et en fait, voilà, on n'est pas là pour dire qui fait mieux que l'autre, c'est juste vous présenter mes outils, et vous montrer qu'avec mes outils, moi personnellement, j'ai gagné en rapidité de création de projets. Donc je vais utiliser des gros mots. Ils sont tous ici. Ce sont des outils que je vais mettre sur la présentation en live. J'ai malheureusement pas le temps de tous les aborder maintenant, mais si vous voulez, je vais pouvoir vous en dire un peu plus après, notamment par le biais des questions. Donc je vais commencer par Git. Qui utilise Git dans la salle? Ouais, la moitié de la salle, c'est cool, même peut-être les 3/4. Alors quand on est un développeur, et notamment qu'on veut, entre guillemets, professionnaliser et industrialiser la création de projets et assurer les déploiements dans le temps et assurer la tierce maintenance applicative, on passe toujours par Git. Donc c'est un outil indispensable. Alors vous connaissez sûrement Git par le biais de la ligne de commande. Qui utilise la ligne de commande? Il y en a déjà beaucoup moins de monde par rapport à ceux qui utilisaient Git tout à l'heure. Moi, je vais faire juste un petit speech là-dessus. Personnellement, je trouve ça fastidieux d'utiliser la ligne de commande, notamment quand on a goûté à l'interface visuelle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, premièrement, c'est moche. Vous allez me dire, mais oui, on peut écrire des trucs, ça peut être joli, on met de la couleur. Ok, why not? C'est ma vision. Et c'est aussi compliqué. Donc, on peut avoir la connaissance de Git, mais aussi utiliser une interface visuelle, parce que quand on utilise une interface visuelle, c'est ce qui se passe derrière. C'est ça qu'il faut retenir. Alors des outils, il y en a plein, d'interfaces visuelles. Et moi, je vous en parlais que d'un seul, c'est SmartGit, c'est celui que j'utilise. Sur le marché, il y en a plusieurs, voilà, chacun ses préférences. Donc on ne voit rien. On est d'accord, en fond, vous ne voyez rien. C'est pas grave, je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans l'interface. Dans SmartGit, sur le côté ici, j'ai tous mes projets. J'en ai une bonne quinzaine. Et notamment ici, les différences sur les fichiers que je viens juste de modifier. Donc là, j'ai effectué des modifications de mon extension, et là, j'ai mes fichiers qui apparaissent ici. Je peux lancer des actions très simples, donc un git commit, un git stash, un git push, un git pull, des opérations, on va dire, basiques. Et à côté, j'ai ici le changelog, donc pour connaître quelles sont les dernières modifications du projet. Quand on rentre dans le détail du log, on a ici les différentes branches. Et lorsqu'on clique sur une modification, sur un commit, on a les fichiers qui sont altérés. On peut savoir quels fichiers ont été altérés. Et lorsqu'on clique sur un fichier, on peut voir ici, par exemple, sur cette extension, je suis passé d'une modification ici à celle-ci.
C'est quelque chose de visuel, d'intuitif. Personnellement, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. De la même manière, il y a toujours une problématique que je me suis posée, c'est ceux qui sont en ligne de commande, comment ils font pour résoudre un merge conflict. Lorsqu'il y a un conflit, lorsque vous mergez, comment vous faites? Alors moi, je vous respecte, parce que franchement, chapeau bas. Quand il y a des modifications sur 250 fichiers lors d'un merge en master, eh ben, il faut oublier. Moi, personnellement, j'utilise, encore une fois, l'interface visuelle et je trouve ça très intuitif. Au milieu, j'ai le working tree, c'est-à-dire ce qui va être mergé, en fait, c'est le avant et le après. Voilà l'état final. Et donc, à gauche, j'ai mon ancienne branche, et à droite, la nouvelle que j'essaie de merger. Et donc, c'est moi qui vais venir choisir ce que je veux garder pour que dans mon working tree, j'ai vraiment que la version finale, celle qui me convient. Personnellement, je trouve ça plutôt intuitif de passer par une interface visuelle. Et après, on va dire une killer feature, ce que je trouve cool, lorsqu'on utilise une interface visuelle, c'est de pouvoir, juste en un drag and drop, pouvoir faire un cherry pick. Le cherry pick, c'est récupérer une branche, une modification qui nous intéresse. Notamment, je suis en train de faire une branche de feature. Je me rends compte que je pars en cacahuète, mais j'ai un commit qui m'intéresse. Je me mets sur une autre branche, je récupère, juste avec un drag and drop. Avec la ligne de commande, c'est faisable, mais pour le coup, on ne voit pas les modifications. Moi, c'est ce que je trouve cool d'utiliser une interface visuelle. Alors le deuxième le deuxième outil que je vais vous présenter, c'est l'IDE. Personnellement, j'utilise PHP Storm. On posera les questions à la fin. Oui, ça va être un peu mieux. Je voulais dire donc sur PHP Storm, c'est mon IDE. C'est mon outil par lequel je réalise le code. Il n'y a pas d'IDE meilleur qu'un autre. Tout ce que je vais vous présenter là, vous pouvez aussi le réaliser sur Sublime Text, sur CodeBeats, et ainsi de suite. Ça dépend vraiment des préférences. Alors, ce que je trouve cool dans PHP Storm, c'est le fait qu'on puisse faire de l'automatic upload. Donc, vous pouvez faire un serveur local ou un serveur distant. L'automatic upload va vous permettre de synchroniser le code de votre IDE vers la destination, peu importe que ce soit local ou distant. Et ça, c'est natif dans PHP Storm. Pas besoin d'installer une extension ou un plugin IDE. Vous pouvez aussi très facilement parcourir le serveur de destination et donc les fichiers qui sont présents. Il peut arriver pour une raison X ou Y, pour vous faciliter la vie, d'aller juste dans le back-office et de mettre à jour une langue. Ça peut arriver. Et pour le coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous connecter sur le serveur distant et la télécharger en local pour la commiter. Ça peut être utile. Donc voilà un peu le détail de ce que vous pouvez voir sur un projet distant. C'est tout simplement les fichiers qui sont présents sur le serveur. Et alors ce qui est cool aussi dans PHP Storm, c'est que vous avez le terminal qui est compris directement dans l'interface. Donc du coup, on a vu qu'avec SmartGit, on n'utilisait plus trop le terminal pour gérer Git, mais vous allez pouvoir lancer des commandes. Là, par exemple, un gulp sas pour utiliser gulp, vous pouvez avoir un npm, vous pouvez avoir composer, et ainsi de suite. Donc ça permet d'aller plus vite et de ne plus avoir besoin de passer par le terminal. Un autre gros avantage de PHP Storm, c'est le fait de pouvoir avoir le support de WordPress. Alors le support de WordPress, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des hooks, que ce soit des actions ou des filtres, vont être automatiquement auto-complétés. Également, les fonctions de WordPress, lorsque vous voulez les réutiliser, sont aussi auto-complétées. Vous allez avoir la signature des fonctions, c'est-à-dire les arguments qui sont attendus, et le typage qui est retourné par cette fonction. Donc là, c'est un exemple de media sideload image qui vous montre que le premier argument, c'est un file, le deuxième un post ID, etc., etc. Un deuxième exemple ici, avec une fonction, pour le coup, qui est custom, qui permet d'un coup d'œil, directement, sans aller regarder la signature à la fonction, savoir en fait ce qui est attendu et ce qu'elle fait. Ce que j'aime bien aussi sur PHP Storm, c'est la gestion des to-do. Vous allez me dire, les to-do, on fait tous un seul to-do de point, quelque chose à faire plus tard. C'est cool. Mais là où ça peut être plus intéressant, c'est lorsqu'on veut essayer de regrouper son code entre guillemets par features. Ça peut arriver des fois qu'on fait de la conception technique de votre projet, et à l'avance de prévoir des templates, par exemple single-série,
sans que la feature soit réalisée, parce que c'est peut-être pas vous qui allez la faire, et vous avez besoin de réaliser des choses sur ce template, je ne sais pas, de filtrer que le template arrive sur un fichier ou un autre, et donc ce fichier sera déjà préparé à l'avance, et le prochain développeur saura que pour lui, vous lui avez créé un to-do juste pour lui, donc to-do-maxime. Quand j'arriverai sur le projet, je vais pouvoir lister tous les to-do qui me sont assignés, et donc facilement réaliser les features qui m'attendent. Alors on a vu tout à l'heure SmartGit qui permet de gérer le code, le code de version du code pardon. Vous pouvez aussi avoir directement sans extension une petite fenêtre toujours en PHP Storm qui vous permet d'avoir les informations, les détails sur le code et l'état de version libre. Donc les calling standards. Les calling standards, c'est ce qui vous permet d'être entre guillemets à la page et à jour au niveau des bonnes pratiques PHP. Que ce soit un peu comment dire, là, les trucs légaux, pour dire attention, vous êtes en train de tester un int, là pour le coup, ce serait peut-être bien de faire un triple égal plutôt que juste un double égal. Ce sont des petites bonnes pratiques que votre IDE vous propose. De la même manière ici, on voit souvent sur les extensions un include once avec des parenthèses. En fait, PHP Storm vient vous dire, c'est une fonction. Justement, ce n'est pas une fonction, il n'y a pas besoin d'utiliser des parenthèses. Un autre exemple ici, sur un while, il va me proposer de mettre des parenthèses, enfin de mettre des espaces avant les parenthèses, de mettre le code propre. Donc ça, ce sont les calling standards. Et l'autre avantage, ce sont les code sniffers de WordPress. Les code sniffers de WordPress, c'est-à-dire respecter les règles et les bonnes pratiques de WordPress. On a 4. C'est WordPress Core, WordPress Docs, WordPress Extra, WordPress VIP. Donc, ce sera libre à vous d'utiliser celle qui vous intéresse, mais généralement, ce sont donc les bonnes pratiques, les coding standards et les règles de sécurité de documentation de WordPress. C'est vous qui appliquez celle que vous voulez, et automatiquement, dès qu'il y aura quelque chose qui manque, là, notamment par exemple, je suis en train de faire un PDI excerpt, je suis en train de l'afficher, il dit attention, il faudrait peut-être que tu utilises la fonction ESC. Là, en l'occurrence, l'excel, texte ou peu importe. Voilà. D'escaper le résultat. Donc ça, c'est ce que dit mon IDE par rapport aux bonnes pratiques de WordPress. Là, de la même manière, j'ai juste un écho HTML, mais attention, il faudrait peut-être escaper avant de l'afficher. Et un des gros avantages de PHP Storm, c'est que vous pouvez faire des unit tests directement dans PHP Storm. Lorsque vous créez vos fichiers de unit test et que vous lancez des cases, PHP Storm va être capable de les lire, de les interpréter, et donc vous allez avoir directement les tests unitaires au sein de votre IDE. Maintenant, j'aimerais vous parler du développement en local. J'ai noté deux manières de faire. Pour ma part, Local by Flywheel, qui est un peu la version light, c'est lorsque vous voulez tester une extension, lancer une sandbox pour juste installer un thème, mettre en place Elementor et tester l'imbrication de certains blocs. Voilà, c'est quelque chose de rapide, simple, et pour moi qui remplace la suite WAMP. Mais il existe une autre alternative qui est Lando. Lando, on l'a vu durant la journée, c'est quand même très puissant. Pourquoi? Parce que c'est léger, ça tourne sous Docker, et notamment vous pouvez avoir un fichier de configuration que vous pouvez quitter dans votre projet, de telle manière à ce que si moi j'initie le projet sous Lando, demain quelqu'un d'autre récupère le projet, il n'a plus rien à configurer. Il a juste à installer, enfin récupérer le code, juste à lancer une ligne de commande, et automatiquement son environnement sera configuré exactement comme le mien, qui, je l'espère, je l'aurai configuré exactement comme celui de la production. C'est un des avantages, et le deuxième, c'est surtout que vous pouvez scripter les commandes. Par exemple, quand vous faites un Lando start, rajouter l'installation d'NPM, Composer, et ainsi de suite. Le troisième gros argument, c'est que ça supporte beaucoup de technologies. Vous pouvez avoir Elasticsearch, on l'a vu un peu plus tôt dans la journée, Redis, Memcache, etc., etc. Donc ça permet d'être vraiment ISO par rapport à une future production. J'aimerais vous parler aussi d'un autre outil qui vous permet de faire de l'intégration continue et ou du déploiement. Ça dépend comment vous l'utilisez. C'est BuddyWorks. BuddyWorks, à la base, c'est un outil qui se dit orienté DevOps. Donc sans BuddyWorks, par exemple, sur le projet Journal du Geek, on avait une dizaine d'étapes. Donc check out la master, réaliser les merges, compiler les assets,
passer par Gulp, remplacer les versions dans le thème pour que au niveau du cache, tout soit correct et que les nouveaux fichiers soient bien pris en compte. S'il faut installer les nouvelles dépendances par le biais de Composer, donc un Composer install, se connecter à la machine, par VPN, par le biais du SSH, réaliser un déploiement qui, là pour le coup, il y avait 4 frontales, c'est-à-dire réaliser 4 fois le déploiement, scripter ce déploiement, bien évidemment, vérifier que le varnish ou le cache objet a bien été nettoyé, et pour finir, voilà, c'est une petite killer features, envoyer un ping à Neuralink et une notification à son chef de projet par le biais de Slack, email et même SMS si vous êtes courageux. Donc ça, ce sont 10 étapes. Avec Bodyworks, il n'y en a plus que 2, dont 7, donc 2 manuels et le reste automatique. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, vous n'avez plus qu'à réaliser un checkout master et réaliser le merge. Donc ça, vous pouvez aussi l'automatiser. Et moi, je préfère le faire moi-même pour gérer les potentiels conflits. Et puis derrière, vous pouvez tout scripter et tout automatiser. C'est des tâches de pré-déploiement, réaliser un composer install, réaliser des tâches de déploiement, post-déploiement, etc., etc. Et donc dans Bodyworks, ça fonctionne de la manière suivante. Vous venez juste cocher tout simplement toutes les features qui vous intéressent, vous les mettez dans l'ordre d'exécution que vous voulez les réaliser. Et là, en l'occurrence, donc, on exécute une commande gulp, derrière on fait un composer install, on upload les fichiers sur une instance, donc ça pourrait être sur plusieurs instances. On réalise un script de post-déploiement, en général pour tirer le varnish et ainsi de suite, faire les pings à Neuralink, et derrière on envoie une petite notification dans le channel Slack. Donc ça pour le coup, ça me fait gagner énormément de temps. Pourquoi? Parce que avant j'avais 10 étapes, maintenant j'en ai plus que 2. Voici par exemple le résultat que vous pouvez avoir une notification dans Slack lors d'un déploiement de Bodyworks. Et vous avez plein de supports différents, ça peut être Slack, je vous disais en rigolant SMS, mais il y en a qui l'utilisent, email, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. La dernière étape, et pas les moindres, je voudrais vous parler de Composer. Composer, c'est vraiment ce qui va vous permettre de gagner énormément en temps, et là pour le coup, en création d'un projet, initialisation d'un projet, que ce soit une extension, un thème, ou même un projet de manière générale. On va voir ça ensemble, comment ça fonctionne. Donc, il y a déjà eu des conférences qui ont été réalisées ce matin, une notamment par Romain. Il vous expliquait comment le mettre en place avec WordPress. Moi, je vais zapper cette étape, vous l'avez déjà vu logiquement, et allez voir sur Internet, il y a plein de tutos, c'est plutôt simple. Voilà, il n'y a pas de loup de ce côté-là. Moi, ce que je voudrais vous expliquer, c'est comment ça fonctionne derrière. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a toujours dans votre projet un fichier Composer.json. Ce fichier Composer.json, il gère les différentes dépendances, que ce soit des extensions, que ce soit la version de votre thème, que ce soit la version de votre WordPress, ainsi de suite, de votre projet. Et lorsqu'on va lancer une commande, en fait, Composer va essayer de résoudre ces dépendances. On va rentrer dans le détail par la suite. Cela, c'est juste la théorie, la pratique vient après. Et on va regarder nos packages, si oui ou non, j'ai bien ces dépendances, si elles existent. Si oui, il me les retourne. Et dans ce cas-là, elles sont installées. Et dans le cas inverse, elles sont téléchargées par le biais des différents canaux, que ce soit Git, Bitbucket, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ce qu'il faut noter, et j'aimerais faire un petit alias ici, c'est que donc je vous ai parlé de packages, ça peut être WP packages, mais il y a aussi d'autres sources de données pour Composer, de package, c'est par le biais de Satis. Satis, c'est un outil qui vous permet de sauvegarder les paquets qui ont été initialement téléchargés, la première fois téléchargés, pour ne pas avoir les retélécharger systématiquement, sont sauvegardés sur un serveur, mais également de rajouter de nouvelles sources de données. Donc en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un release belt. Un release belt, en fait, c'est l'équivalent de WP packages, donc toutes les extensions de WordPress et les thèmes gratuits. Mais pour le coup, c'est vous qui le montez vous-même. Quelle est l'utilité? L'utilité, c'est notamment de vous-même mettre les paquets qui vous intéressent. À l'agence, on y met les extensions premium. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de versionner les extensions premium. On fait la même chose que pour les extensions gratuites. C'est-à-dire que dans Composer, je vais rajouter le numéro de version et le nom de ces petites extensions, et automatiquement elles seront téléchargées et gérées par le biais de Composer. Ce qui veut dire que dans mon code, logiquement, à part le code applicatif, il n'y a plus rien.
Alors Satis, vous pouvez lui donner différentes sources. Je vous le disais tout à l'heure, GitHub, Bitbucket, Webpackages, ce sont toutes les extensions et thèmes de WordPress, dites gratuites. Packages, ce sont toutes les librairies PHP que vous pouvez trouver sur Internet, et en l'occurrence Packages. Et le release belt, ce sont pour les extensions ou les thèmes premium, peu importe, vous y mettez ce que vous voulez. Alors j'aimerais maintenant vous parler, avant de passer à la démo, de vous expliquer quelle est la différence entre un composer install et un composer update. Un composer install se réalise de la manière suivante. Lorsque vous tapez cette commande sur votre ordinateur, en fait, il va vérifier si vous avez bien un fichier composer.loc, puis, s'il existe, vérifier qu'il a bien été mis à jour récemment. S'il n'a pas été mis à jour récemment, il y aura un petit message de warning qui vous dira attention, peut-être que ce que vous avez en local sur votre machine dans le cache n'est pas à jour, il faudrait peut-être faire la mise à jour. Vous dites oui ou non, c'est pas de problème. Et derrière, il installe les paquets, c'est-à-dire qu'il va télécharger les instructions qui sont sauvegardées dans le cache et il les met dans votre projet physiquement. Alors ça, c'était le composer install. Le composer update, ça marche de la manière suivante. Lui se base sur le composer JSON. Le composer JSON, c'est le fichier où vous allez rentrer toutes vos dépendances. Vous rentrez les différentes dépendances, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et pareil, lorsque vous lancez cette commande, il vient vérifier que les paquets sont bien installés en local. Il vérifie tout bonnement que les extensions ont été téléchargées dans votre projet. Si oui, il regarde s'il y a des nouvelles extensions. C'est-à-dire il va regarder, c'était la strat verte que je vous ai montré tout à l'heure, donc Packages et Satis. S'il y en a des nouvelles, il va les télécharger, il les ramène, il dit attention, je vais trouver une nouvelle. Et il met à jour le composer.log pour les prochaines installations, que ce soit vous ou les différentes autres personnes qui récupèrent le projet. Là, je vous ai montré le cas simple si les paquets n'avaient pas été installés, donc il va les chercher. Dans le cas où le paquet était déjà installé en local, ce qu'il va faire, c'est essayer de voir s'il y a des nouvelles mises à jour. Et donc après, c'est itératif, s'il y a des nouvelles mises à jour, il fait la même chose, il installe, il met à jour, le composer.log, etc., etc. Il y a une toute dernière étape que je dois préciser, c'est au niveau du composer.log. Lorsque vous faites un composer install, tout à l'heure on était dans le cas que le composer.log était bien mis à jour, qu'il était existant et donc du coup qu'il allait installer les packages. Dans le cas où il n'existe pas, on repart sur le processus d'un composer update, et je ne vous fais pas la boucle, mais à la fin on arrive toujours avec les derniers paquets à jour installés sur une machine. Alors maintenant vous avez toutes les clés en main, on va dire, pour comprendre comment fonctionne Composer. Là je vais vous montrer la démo. Et comment vous pouvez donc justement utiliser Composer pour améliorer votre workflow et aller beaucoup plus vite sur la création de thèmes. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est WordPress Skeleton. WordPress Skeleton a été créé sur un projet privé GitHub il y a maintenant 1 ou 2 années. Avant qu'il soit publié, nous on avait déjà fait notre fork pour l'adapter à nos besoins. Malheureusement, il n'est pas public parce qu'il y a beaucoup de données sensibles dedans, mais vous pourriez faire la même chose, le récupérer, l'adapter à vos besoins et donc réaliser une structure de tout de votre projet et ainsi créer votre projet de manière très rapide. Alors on va regarder comment ça fonctionne. Donc le skeleton, j'ai mis le commande composer create project. Là, je vous précise le skeleton que je vais utiliser. Ici, c'est le nom du projet que je vais vouloir créer. Mon projet, ça va être OPTech. Et ici, c'est l'URL de mon WP skeleton. Quand je vais lancer ça dans un terminal, je vais me mettre dans mon dossier avec tous mes projets. Composer va récupérer le skeleton et va installer toutes les dépendances de ce skeleton. C'est un peu long, j'espère pas trop. Et suite à ça, vous allez avoir la structure de votre thème, donc le WP config, le dossier content, WP, etc., etc., qui ont été mis en tant que dépendance justement dans ce skeleton. Suite à ça, vous avez la base de votre projet. Ça marchait tout à l'heure. Est-ce que je suis connecté à Internet?
peut être maudit. Hein. Ça fonctionnait il y a une demi-heure, là ça fonctionne. Je vais me mettre en partage de connexion. Excusez-moi juste un instant. Donc là, je suis connecté sur mon téléphone, espérant que je vais avoir plus de chance cette fois-ci. On va faire différemment. Ça ne fonctionne pas. Alors l'OSP Skeleton, une fois qu'on a lancé la commande composer, logiquement il aurait dû installer tout ceci. Tout ceci, c'est ce qui aurait dû être présent automatiquement suite à l'utilisation de cette commande. Là j'ai eu un bug, bien sûr, ça ne fonctionne pas toujours. Et donc en l'occurrence, on l'a modifié justement ce skeleton pour avoir un fichier de config déjà typé avec toutes les informations qui nous intéressent, comment dire, donc ici juste la base de données, mais on rajoute généralement le WP-debug à true. On va rajouter des informations qui sont relatives juste au développement. Et lorsqu'on est sur un environnement de Calif, on va avoir des informations différentes. Par exemple, le WP-debug n'est pas à true parce qu'on ne veut pas afficher les erreurs au client. Si on utilise ACF, on va vouloir les masquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la customisation au niveau WP-config. On va télécharger en avance. Bon là ça ne fait pas parce que c'est Composer qui le fait, mais dans ce dossier Tools on va retrouver par exemple WP-Key, parce qu'on va vouloir utiliser WP-Key et vouloir le versionner et le mettre dans notre projet. On va pouvoir avoir ICRDB par exemple, c'est un DB qui permet de faire le changement d'URL à la volée, et puis le serveur directement inclus dans le projet. Et dans Content, avoir la base, la structure de notre projet, avec ici bien sûr elles ne sont pas installées, mais des extensions par défaut. Ah, ça a fonctionné. Bien. Je suis vraiment désolé d'avoir perdu du temps là-dessus, ça devait être beaucoup plus simple l'utilisation. Bien sûr que vous n'avez pas grand-chose ici. On va partir sur le sujet du texte. Alors, dans le Composer JSON, on va avoir tout ça. Donc ça, c'est la tête du Composer JSON. Donc là, en l'occurrence, sans avoir rien fait, j'ai déjà WordPress qui est installé dans la dernière version. J'ai le loader, j'ai des extensions qu'on utilise généralement sur tout le projet, qui sont automatiquement installées, qui sont gérées par le biais de ces dépendances. On a ici, par exemple, aussi des extensions de sécurité,
des extensions qu'on utilise régulièrement pour désactiver les emojis, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est tout ce qui est automatiquement installé sur notre projet qu'on va retrouver ici dans le content, plugins. Donc elles sont automatiquement toutes installées, de base. Quoi qu'il arrive, parce qu'on l'a pipé comme ça notre composer, notre web packagist, automatiquement on va avoir la même structure du projet dans le content. Dans tout, je vous disais qu'on allait retrouver les différents fichiers que je vous ai parlé tout à l'heure. Et dans le vendor, on va avoir ici WordPress qui est géré en tant que dépendance. Donc c'était la conférence ce matin de Romain. WordPress est entre guillemets installé et géré ici par le biais du composer dans le dossier vendor. Dans le dossier web. Dans le dossier vendor, on va retrouver notamment tout ce qui est les différentes librairies du style packagist qui sont automatiquement installées dans les différentes dépendances. Voilà. Et donc le fichier composer en JSON, c'est lui qui gère toutes les différentes dépendances. Donc là, en l'occurrence, on voit que le plugin Optimus, donc l'extension Optimus qu'on trouve gratuitement sur le repository WordPress, il est en version stable. Version stable, ça veut dire que c'est la dernière version qui va être récupérée automatiquement. Je pourrais changer pour récupérer la version 3.4.5. Et dans ce cas-là, lorsque je fais un composer update, ça va mettre à jour mon composer.log, qui est mon fichier d'installation. C'est lui qui va servir de configuration lorsque quelqu'un d'autre récupère le projet et où on va devoir réaliser un déploiement. Donc c'est ça la différence entre le fichier composer en JSON et le fichier composer.log. Il y en a un qui permet de gérer les dépendances et l'autre qui permet de dire quel est l'état final de vos dépendances. Alors ça c'était le web skeleton. La deuxième étape, c'est de réaliser une extension. Donc là je vais devoir accélérer parce qu'on a à peu près séparé le temps. Donc réaliser une extension, ça vient suivi. Je suis désolé, tout bien préparé. Ça c'est fermé, sans sauvegarder. C'est toujours comme ça. Alors, ce que je voulais vous parler, ce sont de deux commandes qui ont été créées très rapidement au sein de notre workflow de travail. Ce sont donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, le fait d'avoir les versions stables ou les versions figées. Donc, on a réalisé un script qui permet de passer d'un état et à un autre très rapidement. Malheureusement, je vais perdre beaucoup trop de temps, je ne vais pas pouvoir le montrer, je vous inviterai à le tester. Ce sont des commandes qui vous permettent donc de passer d'un état à l'autre. C'est très pratique pour faire un audit, par exemple, et donc installer les dernières versions de votre projet, de vos dépendances. Notamment si vous êtes en WordPress 4.9.2, vous voulez réaliser un audit de mise à jour ou de sécurité. Vous passez notamment sur une version HTTPS. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on passe d'abord toutes les dépendances dans le dernier état, stable. Et donc la création d'un plugin se réalise par la commande suivante, celle que vous voyez ici, donc Composer Scaffold Plugin. Donc là, je vais créer un plugin qui s'appelle WPTech Plugin. Donc dans mon terminal, je vais rentrer d'abord dans le projet que je viens de créer, WPTech, c'était le 4. Là, je suis dans mon projet, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, et là, je vais vouloir créer une extension. Donc là, il va me demander si je veux gérer les différentes versions de mon extension. Donc, rajouter un contrôleur, rajouter par défaut de quoi réaliser un cron, de quoi réaliser un modèle, une route, un widget. Donc ça, c'est la base code qui va vous permettre de réaliser très rapidement une extension et d'avoir la base nécessaire sans avoir besoin de la réécrire à chaque fois. Donc là, par exemple, j'ai créé une extension qui s'appelle
PTech. Son namespace, ça va être PTech. Je vais lui rajouter des préfixes pour toutes les différentes constantes. Donc on a le PDBug par exemple, on crée les constantes dans notre extension. Par exemple, ici on crée une qui s'appelle BEA PTech, et puis on va pouvoir avoir le nom du CPT. Donc BEA PTech CPT, c'est ce que je vais pouvoir retrouver en tant que constante partout dans mon extension. Avoir un nom, un dossier où vont être centralisées toutes les différentes vues de mon extension. Donc, si j'ai réalisé une extension qui va changer le template de WordPress par exemple, je vais pouvoir l'expliquer ici. Et maintenant, si je rentre dans mon extension, j'ai maintenant mon extension qui a été créée automatiquement. C'est le scaffold qui l'a créé. Et donc j'ai mes classes qui sont stockées dans le dossier classes et les fichiers de base qui sont déjà à la racine, déjà tous créés pour faire fonctionner cette extension. Donc, je vais pouvoir l'activer au sein de mon back-office et avoir une extension déjà toute prête. Il n'y aura plus qu'à pomper le code pour juste changer mon petit peu de contenu par le biais de la constante et ou réaliser les différents codes structurants de mon applicatif. Donc là, par exemple, dans les classes, on a déjà une classe admin qui a été créée, une classe helpers, une classe main et une classe plugin. Dans chacun de ces fichiers, vous allez découper votre code pour réaliser les différentes choses que vous voulez réaliser. Et là, je termine très rapidement, puisqu'on est pris par le temps. Pour réaliser la structure de votre thème, pour gagner en rapidité, on a une commande qui vous permet donc de réaliser votre thème. Donc vous lui donnez un nom. Ici, ça va être BEA PTech, par exemple. C'est le nom de mon thème que je vais retrouver dans le style.css. Voilà. Un namespace aussi. Donc maintenant, quand je rentre dans Themes, ici j'ai bien un nouveau thème. Avec tous les fichiers de base de mon thème, c'est-à-dire ce qu'a besoin le front pour fonctionner, c'est-à-dire les commandes npm, les commandes gulp, etc., etc. On va avoir les fichiers de base, le footer, le header, et notamment dans le dossier inc, on va avoir tout ce qui correspond au code métier de votre thème. Donc par exemple, gérer les dépendances d'ACF, faire du async sur le CSS ou sur le JavaScript, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est vraiment tout le code métier qui correspond à votre thème. Donc là, c'est la base de votre thème qui est toute prête à l'emploi. Vous n'avez plus besoin de créer tout ça, et à chaque fois, vous avez le même code applicatif d'un projet à l'autre. Donc c'est une sorte de framework que vous allez pouvoir réutiliser systématiquement. Donc ça, c'est celui que nous on a réalisé, qui est en open source sur le lien qui est ici. Je vous inviterai à aller le voir. Je voulais rentrer un peu plus dans le détail, mais on manque de temps. Et donc, malheureusement, on va passer aux questions si vous en avez, sur l'utilisation de Composer, comment gagner du temps et les bonnes pratiques.